science-fiction est un genre littéraire que j'ai longtemps méconnu. Parce que je le connaissais mal, parce qu'il me semblait inaccessible, parce que ça n'était pas vraiment fait pour moi, parce qu'il me faisait un peu peur. Et finalement, j'avais plutôt tort, puisque de la science-fiction, j'en lisais et j'en regardais déjà depuis très longtemps. 1984, les livres de Jules Verne, La planète des singes, Hunger Games ou encore Star Wars, finalement, la science-fiction, ça fait un moment que je la connaissais. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter plusieurs livres qui vont vous prouver que tous et surtout vous pouvez apprécier la science-fiction sans crainte et surtout y prendre un pur plaisir. Ça va être guacamolesque, vous verrez. Ouais, alors j'ai pas le budget ou les compétences pour les effets spéciaux, donc je joue un petit peu avec les rouges à lèvres clichés, je suis désolée, on fait ce qu'on peut pour vous mettre dans l'ambiance science-fiction à peu près. Voilà. Et le premier livre que je vais vous présenter pour entamer cette petite sélection, il s'agit d'Illuminae de Jay Kristoff et d'Amy Kaufman. Il s'agit d'un livre jeune adulte de science-fiction donc, et plus particulièrement de space opéra. Avant de nous intéresser à ce qu'est le space opéra, vous le connaissez j'en suis sûre, je vais parler du résumé. On suit en fait dans cette histoire l'aventure de deux jeunes adultes qui étaient bien en train de vivre leur vie normale sur une planète, sauf qu'un jour elle est attaquée par des vaisseaux étrangers qui veulent en fait s'accaparer les énergies qui sont sur place. Ils sont donc contraints de fuir à bord d'autres vaisseaux et malheureusement pour eux, les vaisseaux qu'ils ont attaqués n'ont pas forcément envie de laisser des survivants et donc des traces du massacre qu'ils ont commis. Ils vont donc être poursuivis dans l'espace par ces fameux vaisseaux et vont donc lutter pour leur vie et leur survie surtout. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour entamer la lecture d'Illuminae. Bien sûr, l'histoire va au-delà de ça, vous aurez d'autres surprises, d'autres éléments qui vont compliquer l'histoire, mais pour commencer, c'est déjà pas mal. Pourquoi est-ce que je vous propose Illuminae dans cette sélection? Tout simplement parce que pour moi, il est léger, distrayant et parfait pour découvrir le genre du space opéra. Alors, le space opéra, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous connaissez Star Wars? Je suis convaincue que oui, c'est obligé, vous connaissez Star Wars. Eh bien Star Wars, c'est du space opéra. Le space opéra, ce sont des aventures épiques et dramatiques qui se situent en général dans l'espace, tout se passe dans l'espace, des planètes, des vaisseaux, bref, ce genre de choses, dans un contexte géopolitique assez complexe. Ici, on n'a pas affaire au contexte géopolitique le plus complexe, en tout cas on en voit quelques ébauches puisque c'est un premier tome de saga, mais globalement, c'est ce qui se passe puisque vous suivez une course-poursuite dans l'espace entre plusieurs vaisseaux, c'est déjà pas mal pour le côté épique et dramatique. Pour moi, il s'agit d'un mélange parfait d'action et de suspense dans ce livre-là. On y trouve un petit peu de romance parce que malheureusement c'est un petit peu le lot commun de chaque livre jeune adulte. Je le déplore mais bon ici ça m'a pas traumatisée, on aurait pu s'en passer quand même. Mais ce mélange a le mérite pour moi de démystifier un petit peu le genre de la science-fiction puisqu'il a su convaincre des amies de s'intéresser à ce genre-là dont elles avaient beaucoup peur puisqu'elles ne le connaissaient pas et qu'il leur paraissait absolument pas familier. Et si les précédents éléments n'ont pas suffi à vous convaincre, je pense que le format original de ce livre-là peuvent réussir à achever mon travail pour vous convaincre de le lire. Tout simplement parce que le livre n'est pas constitué comme un roman classique, vous n'avez pas uniquement du texte, puisqu'en fait il s'agit d'un dossier numérique qui compile énormément d'éléments numériques eux aussi, comme par exemple des échanges de mails, de chats, des scans de documents, des scans de plans, des pages web, bref vous avez tout un éventail d'informations compilées sous différents formats qui vous permettent de découvrir l'histoire d'un autre œil et qui vous rendent surtout extrêmement curieux et impliqués dans l'affaire. Puisqu'évidemment, ces différents formats vont vous rendre très curieux, vous allez essayer de dénicher toutes les informations que vous pourriez trouver, s'il y a des petits indices cachés ça et là, et ça rend le tout évidemment très immersif. Le lecteur n'est donc pas passif et ça, c'est plutôt cool. Par exemple, vous pouvez trouver ceci, cela, ou encore des plans, des fameuses pages web, ou encore des portraits. Bref, le format permet un rythme plutôt bien géré, pas mal d'action et de suspense, et d'ailleurs, les auteurs ne prennent pas forcément leur lecteur par la main, puisqu'ils peuvent être confrontés à des situations parfois compliquées, qu'il s'agisse aussi bien du texte que des images qu'on peut leur proposer. Ce livre n'est évidemment pas parfait en termes de science-fiction, il contient quelques facilités scénaristiques ou encore une romance dont on aurait pu se passer, mais je le trouve quand même parfait pour démystifier le genre de la science-fiction si vous ne le connaissez pas, et vous ouvrir au space opéra. Dans un registre un peu plus réaliste, je vous propose Player One d'Ernest Cline. Mais qu'est-ce que peut bien vous proposer Player One? Tout simplement un univers à peu près futuriste puisque l'histoire se situe en 2044
Et nous suivons le parcours d'un jeune garçon qui s'appelle Wade et qui va participer lui aussi à une aventure assez épique. Sauf que son aventure à lui se déroule dans un monde virtuel, celui des jeux vidéo. Wade a l'habitude d'évoluer dans ce qu'on appelle l'Oasis, c'est un monde virtuel créé par un multimilliardaire qui est désormais utilisé par énormément de gens, qu'il s'agisse de jeunes ou d'adultes, même si bien sûr ce sont principalement des personnes plus jeunes qui s'y intéressent. Sauf que voilà, le créateur de ce monde virtuel sur lequel énormément de choses se passent, même l'école par exemple, décède un jour et va proposer aux personnes qui utilisaient son service de gagner son héritage, c'est-à-dire sa fortune, en mettant tout ça en jeu sur son univers virtuel. Une énorme chasse au trésor va donc se dérouler, puisqu'il faut trouver 3 clés qui sont cachées dans cet univers étendu, et le premier qui trouvera ces 3 clés pourra gagner l'héritage de cet homme. On suit donc évidemment le parcours de Wade qui va à son tour essayer de trouver ces 3 clés et d'essayer de se faire la fortune qu'il n'a absolument pas. Il s'agit donc d'un livre en un seul tome, vous avez le début et la fin là-dedans, et c'était 600 pages quand même, mais de pur bonheur. J'ai pris mon pied totalement. Il s'agit d'un livre à la base adressé à un public jeune adulte, mais très honnêtement, je pense qu'un public adulte peut totalement l'apprécier, tout simplement parce qu'il est bourré de références culturelles des années 70 et 80. Alors pourquoi est-ce que je vous le propose dans cette sélection? Tout simplement parce qu'il parlera à tous et qu'il est surtout extrêmement immersif. Tout simplement parce que l'univers des jeux vidéo est totalement repris ici, on a vraiment la sensation d'évoluer dedans. Vous y retrouvez tous les éléments qui peuvent le constituer. Qu'il s'agisse d'un univers étendu, de quêtes, de personnalisation d'avatar ou encore de contenu, de groupes, de chats, d'espaces privés, de récompenses, bref, tout est là pour vous rappeler un univers que vous connaissez déjà. Parce que joueur de jeux vidéo ou non, c'est un univers numérique que vous connaissez déjà très bien. Vous y êtes familier, qu'il s'agisse de votre usage des réseaux sociaux, d'applications, d'un univers en fait dans lequel vous avez toujours baigné et qui vous est quoi qu'il arrive familier. Les différentes quêtes ainsi que l'espèce de chasse au trésor pour trouver ces différentes clés terminent de convaincre n'importe quel lecteur d'intégrer cette aventure et de la poursuivre avec le personnage principal. On l'accompagne totalement dans cette histoire, même moi qui ne joue pas énormément aux jeux vidéo, je peux vous dire que j'avais totalement l'impression d'y être. Au-delà du scénario qui est déjà bourré d'action et de suspense, vous retrouvez cette action dans les éléments qui constituent n'importe quel jeu vidéo. Les quêtes, l'interactivité, la concurrence entre les différents participants ou encore la médiatisation de cette aventure parce qu'elle est mondialement retransmise. On y retrouve aussi les récompenses, le danger, les durées de vie limitées des personnages puisque bien sûr, c'est un jeu vidéo, ils ne peuvent absolument pas évoluer comme ils le souhaitent, ils ont une durée de vie. Le lecteur vit donc carrément le jeu vidéo puisqu'il est invité à se projeter totalement dedans, à se poser des questions et à chercher à savoir à tout prix comment ça va se terminer. Évidemment, qui dit univers immersif dit introduction parfois un petit peu longue, c'est-à-dire que l'auteur prend le temps de tout installer, tout simplement parce que vous allez évoluer dans un univers très riche et qu'il faut le temps de l'installer. Mais enfin franchement, ça vaut carrément le coup. Comme je vous le disais, l'univers des années 80 est hyper présent dans ce livre-là. Vous avez énormément de références culturelles, qu'il s'agisse de jeux vidéo, de films, de comics, de livres. Vous avez énormément d'éléments. Alors ça parlera beaucoup à certains, moins à d'autres. Ça peut être un élément un petit peu bloquant si c'est un univers que vous ne connaissez absolument pas. Mais je vous recommande de pousser au-delà de ça parce que vraiment le livre en vaut le coup. Pour moi, c'était un parfait mélange de littérature, de culture des années 80 et de divertissement. J'ai totalement pris mon pied et j'espère vous avoir convaincu de le découvrir à votre tour. On remonte le temps pour la période à laquelle le livre a été écrit, mais on saute un petit peu dans le futur pour l'univers dans lequel cette histoire se situe, puisqu'on entre dans Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. C'est un livre qui a été écrit en 1931, ça commence quand même sérieusement à dater, ça fait presque un siècle. Et c'est l'un des piliers de la science-fiction. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler du meilleur des mondes, on se situe dans un univers qui est une utopie, enfin une dystopie du coup, puisque vous êtes confronté à un univers où tout est complètement aseptisé, puisque les hommes sont créés génétiquement, ils ne naissent plus naturellement. Les hommes sont donc classés par caste dès la naissance, ils sont programmés pour être au-dessus du lot ou totalement esclaves, et sont ainsi conditionnés toute leur vie pour remplir un rôle qui leur a été attribué dès le départ. Vous êtes aussi confronté dans cette histoire au parcours d'un jeune homme qui est élevé dans une réserve de ce qu'on appelle les sauvages, c'est-à-dire des humains qui sont nés naturellement. Il va à un moment donné de l'histoire être confronté à tout un univers qui lui est absolument pas familier, puisque ça n'a rien à voir avec son mode de vie, et vous allez vite comprendre que ce livre va vite vous marquer si vous l'entamez.
Alors pourquoi est-ce que je vous propose dans cette sélection? Parce que c'est la source de pas mal de romans d'anticipation et de dystopie qui ont été écrits après lui? Parce que c'est un classique? Ou bien parce qu'il est extrêmement novateur, avant-gardiste au point même que certains de ces éléments pourraient vous paraître extrêmement familiers? Et bien pour toute cette raison, puisqu'il pourra parler à énormément de gens et je le trouve très accessible pour un livre écrit en 1931, je vous assure qu'il paraît extrêmement actuel. Ce livre est une grosse critique de l'eugénisme, c'est-à-dire toutes les techniques et procédés en fait d'amélioration du patrimoine génétique, ainsi qu'une critique de la pensée unique, en fait tout ça englobé sous le prisme de l'État mondial, qui est celui qui va mettre en place tout le conditionnement humain à l'échelle mondiale, puisqu'il s'agit globalement d'un État totalitaire, on peut le dire. Ce qui était assez glaçant dans ce livre-là, c'est que l'auteur a poussé la carte de l'eugénisme à fond, puisque comme je vous l'ai dit, l'État mondial répartit les gens par caste, c'est-à-dire qu'ils sont donc créés génétiquement et qu'ils ne pourront absolument pas sortir de ces différentes castes. Ils sont amenés à y être, ils sont conçus pour y être, ils n'en sortiront pas. C'est-à-dire qu'ils sont créés dans des fioles, ce sont de purs produits scientifiques, certains seront exposés à plus de lumière, d'autres moins, certains à des environnements plus favorables, d'autres moins, certains auront leur fiole altérée puisqu'ils seront des castes inférieures. On va donc tout décider pour eux à la naissance et c'est parfaitement traumatisant. Dans le même genre, la reproduction est donc interdite, les femmes sont donc amenées à toujours être sous une forme de contraception. On leur propose même des stages pour limiter éventuellement leur pulsion éventuelle de maternité. C'est quand même extrêmement glaçant. Et comme je vous le disais, vous avez aussi une partie des humains qui sont parqués dans des réserves, les fameux sauvages, qui sont différenciés du reste de la population et qui sont jugés totalement inférieurs bien évidemment. Vous voyez donc un petit peu le paysage qui peut se dessiner et donc le côté extrêmement aseptisé, froid et vraiment affreux de ce monde-là. Et pour enfoncer le clou de cet univers extrêmement affreux, l'auteur met en avant le principe de la pensée unique qui bien sûr va accompagner en fait cet eugénisme pour évidemment continuer de conditionner les gens. Il y a par exemple des messages qui sont diffusés durant le sommeil des gens, qu'il s'agisse de leur plus tendre enfance jusqu'à leur état adulte, et bien évidemment pour les conditionner. Vous avez aussi un conditionnement des enfants à certains traumatismes en fait pour les prémunir de certains intérêts. Par exemple, on va leur faire très peur au moment où ils s'intéressent à des fleurs pour que dès leur plus tendre enfance, ils intègrent que les fleurs, ça peut être un danger et donc ils ne chercheront pas à se divertir avec, tout simplement. C'est affreux. On leur propose aussi énormément de drogue afin qu'ils ne puissent pas vraiment s'éveiller à tout ce qui les entoure. On les assomme en permanence et ça renforce ce côté absolument horrible d'un univers dans lequel personne ne voudrait évoluer malgré son côté utopique où tout le monde fait ce qu'il veut, partage ce qu'il veut, évolue en paix mais au final n'est absolument pas libre. Dans ce livre, Aldous Huxley vous propose donc une critique sévère d'un monde utopique poussé à l'extrême puisqu'il vous montre que certaines des solutions qui sont proposées n'en sont pas vraiment et qu'elles peuvent aussi poser énormément de problèmes. Ce qui peut être très intéressant si vous vous intéressez au meilleur des mondes, c'est de lire Retour au meilleur des mondes, qui est en fait une espèce de réponse à ce livre par l'auteur lui-même, qu'il a en fait écrit après la Seconde Guerre mondiale, et en fait il revient un petit peu sur ce qu'il avait écrit là-dedans, suite à un éclairage historique nouveau, c'est-à-dire toutes les dérives qui ont pu arriver au cours de la Seconde Guerre mondiale. On pensera par exemple au projet Lebensborn des nazis qui promettait en fait une espèce de conditionnement génétique, comme ce qu'on peut trouver ici. Bref, il m'a extrêmement marqué, je le trouve hyper actuel, je vous encourage à le découvrir, en plus il est très simple à lire, c'est absolument pas compliqué dans la plume, on ne sent pas du tout que ça a été écrit en 1931, c'est abordable, foncez. Et je continue dans la liste des fondamentaux de la science-fiction avec Soleil Vert d'Harry Harrison. Soleil Vert est donc un livre de science-fiction d'anticipation qui a été écrit dans les années 60 et croyez-moi, lui aussi est extrêmement actuel. Pour vous placer un petit peu le contexte, on se situe au tout début du 3e millénaire, dans le New York de ce 3e millénaire, et autant vous dire que la planète a quand même sacrément foutu le camp, puisque l'écologie a été complètement oubliée, et les gens vivent dans une misère et une famine totale au niveau mondial. Tout simplement parce que les ressources ont été complètement épuisées par les personnes qui peuplaient la Terre avant, qui se foutaient bien de ce qui allait se passer dans le futur pour les gens.
Allez hop, petite sonnette d'alarme pour les personnes actuelles, hein. N'oubliez pas, l'écologie c'est pas que pour votre gueule. Et en plus d'épuiser toutes les ressources, eh bien ils ont empêché de nouvelles récoltes de pousser. Donc les gens galèrent, ne trouvent pas forcément d'eau ou bien de quoi se nourrir et encore moins de se loger puisque la terre est surpeuplée. On va y suivre le parcours d'un homme qui est plus ou moins policier puisqu'il est amené à résoudre quelques affaires de vol, de meurtre comme n'importe quel policier si on peut dire ça. Mais il a aussi pour rôle en fait de disperser ce qui s'appelle les émeutes de la faim, puisqu'évidemment dans un contexte comme celui-ci, les gens ont la dalle, les gens se révoltent, et lui son rôle c'est de disperser ces émeutes quand des distributions d'eau et d'aliments ont lieu, et qu'évidemment il n'y en a pas pour tout le monde. Ça c'est le gros dessin qu'on peut faire autour de Soleil Vert, et on va explorer un peu plus de choses dans le livre. Bien évidemment, je vous en dirai pas plus. Pourquoi est-ce que je vous propose Soleil Vert dans cette sélection? Tout simplement parce que pour moi c'est une construction à la fois originale et hyper abordable qui nous permet d'explorer des thèmes extrêmement actuels et autant vous le dire, c'est probablement l'un des livres qui m'aura le plus marqué, je dirais pas de ma vie, je sais pas ce que je lirai d'autre, mais en tout cas il fait vraiment partie de ces livres qui vous marquent et qui vous restent en tête, en tout cas pour moi, ça a été une claque, une véritable claque. On vous y présente donc un univers extrêmement réaliste et aussi très pessimiste, hein, parce que ça s'intéresse principalement à une critique de l'écologie, ou en tout cas du manque d'intérêt pour l'écologie. C'est le thème, je dirais, principal, parce que c'est lui qui est la source de tous les autres problèmes que ça implique, notamment le manque de ressources et des conditions de vie extrêmement désagréables. D'ailleurs, le titre anglais de ce livre-là s'appelait Make Room, c'est-à-dire faites de la place, et ça met évidemment en avant une autre problématique qui est largement évoquée là-dedans, mais voilà, toutes les problématiques qui sont abordées dans ce livre-là sont interconnectées les unes aux autres, elles ne peuvent pas se délier les unes des autres, et c'est ça qui est extrêmement bien fichu. Et le temps fait ce qu'il veut, voilà, vous avez les effets spéciaux de la météo. Parmi les autres thèmes qui sont évidemment critiqués dans ce livre-là, vous avez une part d'égoïsme humain, de capitalisme et même le droit à l'IVG. Je m'attendais pas à trouver ça là-dedans, surtout dans un livre des années 60, mais vous avez une défense du droit à l'IVG et autant vous dire que ça m'a fait plaisir. C'est un livre qui fait vraiment réfléchir et qui donne envie de réagir parce qu'il touche à des sujets qui nous touchent de plus en plus sérieusement. Comme je vous l'ai dit, l'écologie est un thème important dans ce livre-là, en tout cas c'est simple, la préservation de nos ressources, en tout cas une utilisation raisonnable, c'est largement abordé ici et c'est quelque chose qui nous pose problème actuellement, qui va nous poser des problèmes dans le futur et c'est extrêmement réaliste. C'est hyper avant-gardiste parce que l'auteur a su percer en fait les failles de son époque et les conséquences que ça pourrait engendrer et en fait nous on est en plein dans le début des conséquences. Donc vraiment c'est là où ça vous met une bonne grosse claque dans la gueule parce que c'est le genre de bouquin qui vous donne envie de sortir dans la rue, de vous exprimer là-dessus et d'essayer d'ouvrir les yeux des gens sur des problématiques qui vont nous arriver droit dans la gueule et qu'on a un petit peu envie d'ignorer parce que notre train-train quotidien fait que non, on préfère penser à notre petite gueule que l'avenir et les conséquences écologiques qu'il pourra y avoir derrière. C'est vraiment un reflet de notre réalité et c'est ça qui fait mal en fait. En tout cas, je vous recommande plus que chaudement Soleil Vert, qui est vraiment parmi ces livres qui me marqueront pour très très longtemps je pense. Et là, les habitués de la chaîne me voient venir avec des gros sabots parce que qui est-ce qui revient avec un éclat de givre d'Estelle Faye? C'est moi! Un éclat de givre, c'est bien un livre de science-fiction puisque c'est un univers post-apocalyptique en un seul tome, pour adultes. Les jeunes adultes peuvent le lire aussi, il n'y a rien de traumatisant dedans qui pourrait les contraindre à le laisser de côté. Dans un éclat de givre, on suit l'aventure de Chet qui est un jeune garçon à qui on va proposer une mission et qu'il va devoir réaliser en traversant Paris. Sauf que Paris a bien changé, on se situe un siècle après une énorme catastrophe. La ville a donc dû se reconstruire et en fait elle a complètement changé. Elle s'est métamorphosée puisque chacun des quartiers un petit peu cultes de Paris s'est retransformé, a gardé son âme. Et on peut dire que presque chaque arrondissement de Paris vous propose un univers différent dans lequel vous allez être amené à voyager grâce à la quête de Chet. Et je pense que ça peut suffire comme introduction pour vous encourager à lire un éclat de givre. Je pense que c'est pas mal. Pourquoi est-ce que je vous présente ce livre-ci, au-delà du fait que c'était genre l'énorme coup de cœur de mon année 2016 ? Eh bien tout simplement parce que c'est un livre de science-fiction qui change un petit peu des clichés on va dire qui peuvent entourer le genre,
Tout simplement parce que celui-ci est beaucoup plus nostalgique, presque onirique et plus doux. Il est un peu moins dans l'action, même si on en trouve, hein, je vous rassure, il y en a quand même. On est plus dans une perspective de réflexion, de remise en question, ce qui se trouve quand même pas mal dans la science-fiction en général, hein, on veut souvent remettre les choses en perspective, mais là on est plus dans une forme de nostalgie, je dirais, et pas forcément dans un suspense de ouf qui va vous broyer les nerfs. On vous propose plus un voyage initiatique qu'autre chose. Les gros axes sont donc posés sur la recherche de l'humain, de ce qu'il est, de sa place dans l'univers et de sa responsabilité dedans aussi. Voilà pour les grosses lignes. Ce que j'ai bien aimé aussi dans ce livre-là, c'est que ça touche évidemment à des thèmes qui me plaisent, notamment celui de l'écologie, un petit peu comme dans Soleil Vert. On s'intéresse à la responsabilité humaine qui a pu pousser à certaines dérives et conséquences affreuses et bien sûr le monde entier, notamment la ville de Paris. Grâce au voyage du personnage principal dans tous ces quartiers différents, on aborde énormément de thèmes, donc l'écologie, mais vous avez aussi tout ce qui peut toucher la psychologie humaine, certaines formes d'égoïsme également, d'égocentrisme. Ça touche également aussi au côté un petit peu communautaire, puisque vous avez des quartiers qui sont hyper définis et qui ont leurs propres habitudes, leurs propres coutumes, presque leur population dédiée. Donc vous abordez énormément de thèmes dans ce livre-là, qui n'est pas seulement un livre de divertissement. L'auteur nous propose une construction extrêmement immersive, puisque comme je vous l'ai dit, chacun des quartiers a une âme, sa propre population, sa propre ambiance, et avec le parcours du personnage, eh bien on est amené à les découvrir tous et à comprendre comment ils ont pu se transformer de la sorte, comment l'homme a pu avoir une forme de responsabilité là-dedans, qu'est-ce qui les a poussés à être ce qu'ils sont aujourd'hui. Ce que je me dis souvent, c'est qu'en découvrant ces fameux quartiers, j'ai eu la sensation d'évoluer dans un rêve, puisque c'était un Paris que je connaissais en substance, mais au final qui est complètement différent dans ce livre-là. Mais vous avez un petit peu ce rapport ambigu, ambivalent entre une zone que vous connaissez et qui vous est en même temps complètement étrangère. Et malgré tout, même si tous ces quartiers sont absolument différents, ils forment un tout extrêmement cohérent et harmonieux, et franchement, c'est quand même un gros point fort qu'un auteur puisse réussir à vous faire tout ça dans un seul livre. Et pour accompagner le tout, vous avez la plume magnifique d'Estelle Faye qui écrit merveilleusement bien, qui sait extrêmement bien vous plonger dans son univers, dans son monde. En quelques paragraphes, c'est fait, vous êtes immergé dedans. Et rien que ça, eh bien c'est génial pour se projeter dans un univers, dans un monde de l'imaginaire au final, qui est pas si différent de ce qu'on pourrait connaître au final. L'univers est super palpable et c'est ce que j'ai adoré parce que j'avais l'impression d'être dans le livre. Et j'espère donc vous encourager à faire ce même voyage que le mien. Et si jamais vous voulez m'entendre déblatérer plus longtemps sur ce livre parce que je l'ai fait, oui je l'ai fait, j'ai une petite vidéo dédiée qui s'affichera là-haut si jamais vous voulez poursuivre l'aventure d'un éclat de givre. Et c'est ainsi que s'achève ce voyage entre ces 5 différents livres qui, je l'espère, auront su vous convaincre de les découvrir. Parce que, comme vous l'avez vu, il s'agissait d'autant d'univers différents qui représentent tous à leur façon la science-fiction. C'est très vaste, il y a énormément de choses, vous trouvez la dystopie, vous trouvez les romans d'anticipation, vous retrouvez tout ce qui touche au space opéra, c'est très large, on vous propose souvent une réflexion humaine, mais vous avez aussi énormément de divertissement, vous avez énormément d'univers qui peuvent vous parler, donc vraiment, si la science-fiction c'est quelque chose qui vous faisait peur, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a énormément de choses à découvrir et que vraiment, je suis sûre et certaine que vous trouverez quelque chose qui vous plaira dans ce genre littéraire. Donc foncez, n'hésitez pas, et je vous mettrai en barre d'infos plein de chaînes de personnes qui présentent des lectures de la SFFF en général, mais aussi et surtout de la science-fiction, qui vous en parleront sans doute beaucoup mieux que moi, et qui vous parleront aussi d'énormément de livres différents qui, j'en suis sûre, sauront vous convaincre. En attendant, je vous dis à très bientôt, je vous fais d'énormes bisous. Salut!